Recoucou et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce lundi 23 octobre 2023. Je vous avais promis de revenir vers vous en ce qui concerne l'empathie. Hein. Qu'est-ce que être empathant? Donc je vais vous faire écouter et puis je reviendrai pour débattre un petit peu donc avec vous aussi sur ce sujet. Donc je vous souhaite une bonne écoute. On définit l'empathie comme la capacité d'une personne à ressentir les émotions à un niveau élevé. Toutefois, on ne ressent pas uniquement nos émotions personnelles, on ressent aussi les émotions et les sentiments des autres. Généralement, les empathes sont des êtres créatifs, compatissants et spirituels. Cependant, être spirituel ne signifie pas nécessairement être croyant. Cela signifie simplement être ouvert aux forces ou aux énergies que l'on ressent dans les environnements qui nous entourent. Si vous vous reconnaissez en tant qu'empathe, cela signifie que vous avez un lien particulier avec le monde qui vous entoure. Voici 13 choses qui révèlent que vous possédez une empathie supérieure à la moyenne. Vous devez exercer votre créativité. Peu importe comment vous préférez exprimer votre créativité, vous avez un besoin actif de vous exprimer à travers un moyen de création. Les empathes prospèrent dans la créativité et ont la fibre artistique. L'humeur des autres personnes vous impacte facilement. Vous ressentez ce que les autres ressentent et vous êtes rapidement influencé par leur humeur, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Vous n'aimez pas la ville. Les grandes villes peuvent être usantes, à la fois émotionnellement et mentalement. Votre maison idéale se trouverait plutôt quelque part dans les montagnes ou dans une zone plus isolée. Vous évitez les grandes foules. Les foules génèrent une grande quantité d'énergie qui est automatiquement absorbée par les empathes. Lorsque vous vous trouvez dans une grande foule, vous devenez émotionnellement et mentalement vidé. La nature est un moyen de guérison. Lorsque vous êtes dans la nature, la randonnée, le camping ou toute autre chose, vous ressentez une forte présence, celle de la guérison. La nature a le pouvoir de vous ressourcer et de vous ramener sur terre. Vous n'aimez pas les conversations futiles. Pour un empathe, les conversations futiles sont considérées comme une perte de temps. Même si vous êtes poli quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez pas envie de parler du beau temps et des derniers beaux temps. Vous voulez aborder un sujet vraiment intéressant. Vous avez tendance à sentir ce que les autres ressentent. À cause de votre empathie, vous êtes sensible aux émotions des autres et vous pouvez vraiment ressentir ce qu'ils ressentent. Il n'est pas inhabituel pour vous d'être dans une situation où vous avez clairement une idée de ce que ressentent les gens sans pour autant parler avec eux. Vous êtes submergé sur le plan émotionnel. Les empathes peuvent facilement se retrouver dépassés par leurs propres émotions. Si vous pouvez absorber les émotions des autres personnes, cela signifie que les vôtres sont encore plus fortes. Vous cherchez l'équilibre plutôt que le succès. Pour les personnes empathiques, l'équilibre et le confort sont plus importants que le succès. Si vous faites partie de ces personnes, vous ne ferez pas ce qu'il faut pour atteindre le sommet. Vous ferez simplement ce que vous devez faire pour être en équilibre avec votre environnement. Vous avez besoin de passer du temps seul.
Les empathes ont besoin de temps pour eux-mêmes afin de recharger leur batterie. Passer du temps avec les autres est quelque chose que vous aimez faire, mais cela peut également être épuisant, car vous absorbez les émotions des autres comme une éponge. Vous évitez la confrontation. La confrontation peut être extrêmement épuisante pour un empathe, surtout si elle a lieu entre amis. Vous essayez donc de ne pas prendre parti. Vous appréciez les liens personnels. Si vous êtes un empathe, créer un lien personnel avec une autre personne est une expérience précieuse. Tout le monde ne se soucie pas de créer des liens particuliers avec les gens qui les entourent. Mais vous le faites. Cela indique clairement que vous êtes un empathe. Vous êtes facilement fatigué. Parce que vous avez tendance à ressentir les émotions des autres, vous êtes souvent épuisé quand vous êtes entouré de monde. Voilà, j'espère que vous avez bien écouté. Oui, être empathe, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, quelque part nous sommes de vraies éponges. On est bien être seul aussi, hein, parce que quelque part il faut recharger ses bonnes énergies. Et puis donc, il y a des personnes qui vous disent évitez d'être empathe. Mais quand vous l'êtes, c'est à vie, je suis désolée. Et pour cause. Quand en 2005, non, je dis des bêtises, en 2006, j'étais en région parisienne, je travaillais dans la coiffure, et j'ai eu un coup de fil un dimanche matin de ma mère me disant ton père est aux urgences, il est tombé, etc. Il est tombé à 3 reprises, mais cette fois-ci, ça a été fatal. Donc on l'a emmené aux urgences, etc., etc. Bref, je passe quelques petits détails pour pas que ça soit trop long. Donc je prenais de temps en temps des nouvelles, et puis très souvent, ma mère était au courant que c'était la fin, donc il s'est retrouvé donc, à l'hôpital, dans un hôpital dans le sud, et il était en réanimation. Jusqu'au jour où j'ai voulu vraiment savoir, parce que j'aime bien chercher et trouver des réponses, j'ai eu un médecin qui m'a dit la vérité. Et qu'est-ce que Cathy a fait? Elle a prévenu les personnes où je travaillais au sein de ce salon de coiffure, et ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Je leur ai dit, je ne sais pas dans combien de temps je reviendrai. C'est pas grave, vas-y. Donc j'ai quitté mon travail, entre guillemets, pour aller rejoindre ma mère, et puis après, d'aller le voir donc dans cet hôpital. Donc ça date de 2006. Et donc, vous ressentiez la tristesse de votre mère, la détresse, etc. C'est ce que j'ai ressenti également. Donc nous allions de temps en temps dans cet hôpital où il était en réa. Quand il m'a vu, il pouvait encore un peu parler. Et comme il avait été très rarement à l'hôpital, souvent les personnes d'un certain âge, quand ils se retrouvent dans les hôpitaux, ils sont perturbés. Donc quelque part, il m'a reconnu sans me reconnaître. Donc là, il parlait un petit peu quand même. Et puis les choses se sont aggravées, il ne se nourrissait plus, donc il était nourri artificiellement, il était branché de partout, etc., etc. Il avait la jambe avec un pic en fer, la jambe surélevée, etc., etc., etc.
Donc, de temps en temps, avec ma mère, on y allait, sans voiture. Il y avait 2 bus à prendre. Et en réa, vous ne pouvez pas rester pas plus que d'un quart d'heure. Avec la blouse, la petite Charlotte, etc., etc. Et les choses ont commencé à se dégrader. Donc, j'ai ressenti la douleur de mon père. Et la douleur ainsi de ma mère aussi. Donc après les derniers temps, ma mère hésitait à y aller, ne voulait plus y aller parce qu'on avait scotché ses yeux. Il avait un tuyau dans la bouche et plein d'appareils autour de lui, donc il tenait artificiellement, on va dire. Et donc ça s'est passé pendant des jours et des jours. Tous les matins, je téléphonais pour avoir des nouvelles. Et puis après, Cathy y allait seule. Ensuite, il y a eu son frère qui est venu à l'époque de son vivant. Et voilà, donc c'était très dur puisqu'il fallait faire la forte devant ma mère, parce que c'était quand même une atmosphère et des énergies qui étaient lourdes à, à supporter. Jusqu'au jour où il y a eu un appel en disant il faut venir parce que votre mari, en s'adressant à ma mère, c'était la fin. Il n'y avait plus rien à faire. Donc ma mère n'a pas pu y aller parce que c'était trop pour elle. Donc j'y suis allée. Donc on m'a demandé d'apporter des vêtements, on m'a demandé d'apporter des papiers, etc., etc. Donc mon oncle m'a accompagnée et j'ai demandé à rester donc le soir. On m'a dit oui, mais pas dans la pièce, mais si ça se passe dans la nuit et que vous avez besoin de dormir, ça sera ailleurs. Et je suis arrivée à temps. Donc on m'a amené, je passe des détails d'avant pendant les visites, puisqu'il avait écouté quelqu'un, un docteur qui disait qu'il ne pouvait plus remarcher, donc il a voulu se débrancher et on lui a attaché donc les mains. Donc quand je venais le voir avant, de temps en temps, je détachais ses mains. Donc il ne pouvait plus bouger ses bras et ses mains. Bref, enfin ça a été un cauchemar, mais ça s'est passé. Et donc ce soir-là, j'y suis allée, on m'a déposée. Je ne savais pas combien de temps j'allais rester là-bas. Et puis je me suis dit, de toute façon, Cathy, tu vas ne... Je veux pas, je veux pas que mon père parte tout seul. J'ai ressenti sa souffrance. Vraiment, vraiment. La souffrance qu'il y avait autour de moi, surtout de ma mère. Et donc ce soir-là, on m'a dit que je pouvais aller le voir. Donc il était, je suis désolée de parler comme ça, mais c'est la vérité, hein. Il était presque froid. J'ai caressé son front, je lui ai parlé à l'oreille, des fois qu'il puisse entendre. Et quand je lui ai dit à l'oreille, avant, peut-être 2 jours avant, qu'il allait être arrière-grand-père, il s'est éteint à peu près 2 jours après ou le lendemain, je ne me rappelle plus. Comme c'est qu'il m'avait entendu et qu'il attendait cette annonce, cette nouvelle, cette bonne nouvelle. Euh, Donc je suis restée près de lui, je lui ai parlé, etc. Et à un moment, on entend toutes les sonneries qui puissent exister. Et c'était la fin. Donc j'ai ressenti sa douleur et bien sûr la mienne. Quand on perd son père, que l'on a bien aimé, on ne peut pas être autrement. D'accord? Donc il a fallu que je sorte, pleurer un bon coup, etc., etc. À un moment, on m'a demandé si je voulais de l'eau parce que je me sentais pas bien. Et j'ai appelé mon oncle pour apprendre la nouvelle, etc. Donc mon oncle est venu, etc. On a rapporté le corps. Ils avaient mis un bandeau blanc tout autour de partir du menton jusqu'au au-dessus du sommet de la tête pour garder le visage bien fermé, la bouche bien fermée, etc. Bref, ça a été difficile, voilà. Et ensuite, fallait être forte pour ma mère, puisque après il y a la suite. Voilà. Vous savez très bien ce que c'est que la suite. Préparer ce qu'il faut préparer.
Donc partir ensemble, choisir un cercueil, choisir ceci, cela, aller donc faire aussi une bénédiction donc à l'église, etc., etc. Donc je suis restée un petit moment pour soutenir ma mère. Donc ça a été très lourd, très difficile. Je ne vous le dis pas. Il fallait être forte, mais comme on dit, le naturel revient au galop. Et donc après on craque. On peut craquer après. Ça, c'est juste une partie. Pour dire que quand je suis revenue, retrouver donc mes collègues et la patronne, ouais, il s'est passé 2 mois. Et en 2 mois, ils m'ont reprise. Donc ça a été bien gentil de leur part, tout simplement. Et ensuite, il y a à peu près 12 ans, malheureusement, c'était autour de ma mère qui a eu un cancer du sein qui a été pris trop tard et, et qui s'est généralisé. Ce qu'on m'avait pas dit, c'est que c'était trop tard et qu'il lui restait que quelques mois à vivre. Donc s'il y a des personnes qui vous disent il faut éviter d'être une éponge, etc., etc., du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue avec, comment dire, une proche qui était sur place, qui ne pouvait plus tout gérer, puisque ma mère ne voulait pas aller à l'hôpital, voulait rester chez elle et partir au moment opportun. Donc croyez-moi que c'est très dur de gérer tout ceci. Donc l'accompagner pour faire des chimios, etc. Cuisiner. Alors c'est pas évident parce que vous savez très bien que les personnes qui reçoivent de la chimio euh, ont un goût de fer dans la bouche, donc tout ce qu'ils mangent, eh bien il n'y a pas de goût, donc faisais en sorte quand même qu'il y ait du goût. Mais bon, j'ai vu sa détresse, j'ai vu sa détresse, elle ne se plaignait jamais. J'ai vu la dégradation de son visage, de ses cheveux et de son corps. Voilà, parce qu'après, il fallait qu'elle marche avec quelque chose. Il y avait un problème de hanche, puisque ça attaquait les os, ça attaquait tout, les reins, etc., etc. Mais ça en plusieurs mois. Donc je m'occupais un petit peu de tout, quoi. Il y avait le kiné qui venait, parce que le bras était très gonflé, etc., etc. Le corps qui change, un visage qui change, mettre quelque chose sur la tête pour pas voir les plus de cheveux, des massages que je lui faisais aux jambes, etc. Ça a été très dur. Oui, il y a des personnes qui me disaient il faut être forte. Oui, il faut être forte, mais quand vous voyez votre mère qui se dégrade de mois en mois et qu'à la fin se retrouve dans un fauteuil roulant et qu'il fallait faire sa toilette, donc je ne vous raconte pas l'état du sein qui était rentré à l'intérieur et des nodules qui ressortaient dans le dos, enfin, un vrai cauchemar. Donc quand il y a des personnes qui vous disent il faut éviter d'être une éponge, mais quand vous êtes face à votre mère, vous voyez un corps qui est dégradé, un visage qui n'est plus le même, pratiquement jusqu'au bout, et bien quelque part c'est quand même difficile de ne pas être en pâte. Il fallait être forte, c'est ce qu'on me disait. Donc Cathy a essayé d'être forte, mais dans le garage, qu'est-ce qu'elle a versé comme larmes? Ou aller voir la voisine d'à côté qui était très charmante, très gentille, où je pouvais parler un petit peu. Faire les courses, faire le ménage, s'occuper de tout, quoi. Et après, n'en pouvant plus, j'ai demandé à une proche qu'on puisse se relayer. Donc c'était un week-end chacune. Ou dans la semaine, après son travail, elle passait acheter des bons petits gâteaux pour faire plaisir à tout le monde, surtout à ma mère, etc. etc. Bref. Et puis donc, Cathy, faut être forte, faut être forte. On essaye d'être forte. Pourquoi empêcher ses vrais sentiments auprès de sa mère, de montrer sa tristesse? Pourquoi l'empêcher? Puisqu'au fond de nous, on sait que c'est terminé et que ma mère le savait aussi. Pourquoi ne pas aborder des sujets de parole
d'échange, de tendresse, de dire ce que l'on a envie de dire, etc., etc. Donc là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'à ce moment-là, cette proche, ma mère, avait besoin de tout ceci. Et jamais elle ne s'est plaint. Je dormais dans la chambre d'amis, qu'est-ce que j'ai pu écrire, très mal dormir, parce que j'entendais sa souffrance, car les portes étaient ouvertes. Il y avait plusieurs chambres, j'étais pas très loin. Donc quand vous entendez votre mère souffrir, qui a mal, qui souffre, puisque ça attaquait les os, ça attaquait le foie, ça a tout attaqué. C'est ça un cancer généralisé. Donc, quand vous savez que c'est terminé, pourquoi ne pas dire des choses gentilles et pourquoi parfois ne pas verser une petite larme, hein? Parce que comme je le dis tout le temps, après, qu'est-ce que ça fait quand quand vous retenez tout ceci en vous? Eh bien, un jour, vous avez le contre-coup et vous faites quelque part comme une dépression, ce qui est tout à fait normal. Et le fait que le bras était gonflé, ça a commencé à gonfler aux chevilles, ça a commencé à gonfler aux jambes, ça a commencé à gonfler d'eau dans le ventre, et ça a fini par gonfler au visage. Et là, ma mère m'a demandé, tiens, tu peux me mettre une musique, tu m'installes avec le fauteuil roulant devant la porte-fenêtre, devant le jardin, pour voir une dernière fois le jardin. Et le lendemain a été pratiquement fatal, on va dire. Ma mère, restant digne, était assise, toute gonflée jusqu'au visage. J'ai appelé cette proche rapidement. Le docteur est venu et c'était direction hôpital avec sa proche et moi-même. Je suis montée avec ma mère dans l'ambulance. Car ma mère ne voulait pas aller dans un hôpital. Elle disait toujours, si un jour je pars de chez moi, ça sera les pieds en avant. Ce qui a été le cas, bien sûr. Donc, arrivé à l'hôpital, on l'a prise en charge, on a essayé d'enlever l'eau de son corps, mais la peau était tellement dure qu'il n'y arrivait pas. Donc cette proche et moi-même, on attendait. Ils l'ont gardée. Donc nous nous sommes rendus dans sa chambre, où elle était sous oxygène. Et c'est là qu'on a entendu les infirmières dire qu'ils allaient injecter un produit pour la faire partir le plus paisiblement possible. Mais on ne savait pas quand. Et le lendemain, c'était la fête des mères. On avait acheté des petits cadeaux, on avait mis des petites cartes accrochées au mur, etc. Et ce fameux jour de la fête des mères, comme quoi que des fois qu'il y a des personnes qui vous sont proches, qui partent à des dates clés, la fête des mères, comme si qu'il ne fallait jamais l'oublier, bizarrement. Ce jour-là, on nous a appelés, c'est ma proche qui a répondu. Et la veille au soir, je lui ai dit, j'ai envie d'aller à l'hôpital. Mais non, ça va aller, elle est en train de dormir, tout ira bien. J'ai senti qu'il fallait que j'y aille, elle n'a pas voulu m'accompagner. C'est pas de sa faute, parce que ce que j'ai ressenti, c'était vrai. Parce que je voulais l'accompagner jusqu'au bout aussi. Et donc, le matin, on nous apprend que notre mère était décédée donc au petit matin. J'aurais été sur place, j'aurais été près d'elle. Mais bon, il en a été autrement. Donc il a fallu se préparer, ramener des vêtements, etc., etc. Lui faire les ongles, mettre du vernis, et j'en passe, et j'en passe. Donc il fallait être forte, puisqu'il fallait préparer aussi tout et faire le déménagement. Dans une maison, c'est pas une maison, là-bas on appelle ça un amas, voilà, un plein pied, un amas. Car mon père avait gardé plein de choses dans le garage, c'était blindé, enfin bref. Donc
Tout ceci en un mois, un peu plus d'un mois, préparer tout, etc., etc. Il fallait être forte. Il a fallu brûler plein de papiers qu'ils avaient gardés, etc., etc. Enfin, je vous passe les détails, hein. C'était dans une grande maison quand même, ça s'appelle un amas. Et il fallait être forte aussi, donc pour la bénédiction aussi, et pour le reste. Eh bien, quand on nous dit de rester forte, comme je dis tout le temps, le naturel revient au galop. Il a fallu faire à manger pour la famille qui se sont dérangés, des amis, etc. Dormir à la maison, ça faisait beaucoup de travail. Et oui, en plus, vous n'êtes pas bien, il faut s'occuper de ça. Hein. Nous n'y étions que trois personnes pour tout ceci. Eh bien, je peux vous dire que si vous deviez être forte, eh bien, comme je dis encore, le naturel revient au galop. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Ben, vous avez le contre-coup. Par contre, en revanche, pour Cathy, quand elle était encore dans la coiffure en 2005, en région parisienne, j'ai senti, puisque j'ai toujours été à l'écoute de mon corps, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'avais maigri, j'étais fatiguée, pourtant je mangeais quand même bien, j'étais fatiguée, et il y avait quelque chose qui me dérangeait. J'ai été voir mon médecin, j'ai dit écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, il faudrait que vous fassiez une ordonnance pour passer une mammographie, etc., etc. J'y suis allée. Et là, quand j'y suis allée, mammographie, échographie, mauvaise. Donc injecter un produit et puis après rencontrer un chirurgien, etc., etc. Voilà, après c'était des comment on appelle ça, biopsie à Paris, du sein bien sûr. Hein. Donc j'ai eu de la chance quand même parce que c'était un embryon, c'était localisé. Donc on m'a opéré, on m'a fait un curetage, j'ai une bonne cicatrice, voilà. Et puis j'y suis allée pour faire opérer comme si je partais au Club Med. Voilà, fallait que je garde le moral, c'est ce que mon père m'avait dit euh, en 2005 de son vivant. Parce que quand j'ai appris tout ceci, eh bien croyez-moi que je me sentais pas bien. On m'a demandé si je voulais un verre d'eau, j'ai pensé tout de suite à mes enfants, donc à mes filles. Donc il fallait être forte, bien sûr. Et oui, il faut être forte. Ce que j'ai fait, voilà. Et des examens par-ci, par-là, et ceci, et après rencontrer le chirurgien, et préparer l'opération, etc. En fin de compte, je suis restée 3 jours à l'hôpital. Curetage, etc. Et je suis passée à côté, mais on ne savait pas si je devais avoir de la chimio, si je devais aller voir des rayons, si je devais aller voir ceci et cela. Ça, on devait le savoir après. Donc, opération, tout s'est bien passé. J'ai une amie qui est venue tout de suite me laver le visage parce que j'étais toute rouge ou orange, hein, les produits qu'ils mettent, etc. Et puis je me suis réveillée comme ça en douceur. Après, j'ai dans la chambre, etc. Bref, j'ai eu de la visite, bien sûr. Et par contre, le jour où j'y suis allée, j'ai eu la visite aussi donc de la famille qui se trouvait là-bas, qui n'y est plus. J'avais ramené des photos de mes filles sur ma table de nuit. Et j'ai pensé très fort à mes filles, j'ai essayé de rester dans le positif. Et en fin de compte, l'opération s'est très bien passée. Par contre, mal organisée. Donc, j'avais un pyjama et le lendemain, j'avais décidé de marcher un petit peu. Donc, j'ai marché un petit peu et j'ai vu, il y avait une porte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un beau ciel bleu parce que je crois que c'était en juin, il me semble. Un très beau ciel bleu et là, j'ai pris une bouffée d'air, une bonne bouffée d'air. Je suis retournée, etc. Et je ne me suis pas laissé aller du tout, du tout. Donc un drain dans la poche du pyjama, etc., etc.
parce qu'il n'y avait pas d'infirmières qui sont venues m'aider à faire ma toilette. Il a fallu que je me débrouille toute seule comme une grande. Bref. Donc tout s'est bien passé, puis au bout de 3 jours, on vous laisse sortir. On vous laisse sortir avec, après, aller faire des mammographies tous les je ne sais plus combien. C'était très proche. Une infirmière qui devait venir pour changer le pansement, etc., etc., etc. Jusque-là, ça allait. Mais comme j'ai voulu être forte pour mes filles, et puis pour mes parents, eh bien, quelques mois après, j'ai eu un contre-coup. Parce qu'il fallait être forte. Et quand vous devez rester fort, eh bien, pour certaines personnes, vous avez le contre-coup après. Alors, je ne dis pas ça pour me plaindre, tiens, Cathy, ceci, cela. C'est la réelle vérité. Et il y a à peu près 1 an ou 2 ans, j'ai refait une mammo et j'ai montré au médecin quelque chose qui était sous le bras, mais tout petit, du même côté où je me suis fait opérer. Donc, faire la mammographie, l'échographie, effectivement, il y avait un petit quelque chose. Bon, apparemment, il a fallu, comment dire, retirer du liquide, mais c'était tellement dur qu'on a eu du mal. Après, analyse, il n'y avait rien, pas de problème. Et là, c'est revenu, mais c'est beaucoup plus gros. Donc, on m'a parlé d'une opération. Et ça se trouve toujours au même endroit, du côté du sein. Mais là, cette fois-ci, sous les selles, et ça a bien grossi. Alors, qu'on arrête de me prendre la tête, d'accord? Et en fin de compte, l'empathie, quand vous êtes en pâte, je suis désolée, on ne peut pas toujours changer. Vous naissez comme ça et vous le resterez tout le temps. Voilà ce que j'ai envie de faire comprendre à certaines personnes. Être en pâte, c'est ressentir tout ce que vous avez entendu ici. Vous ressentez toutes les émotions des personnes que vous avez autour de vous, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Tout simplement. Mais pour Cathy, quand on est en pâte, quand on est dans l'empathie, on ne peut pas changer complètement. On essaye de faire barrière, éviter d'être une vraie éponge, mais comme je le dis, le naturel revient au galop. Sans ça, vous n'êtes pas en pâte, vous n'êtes plus dans l'empathie. Tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne donc l'empathie, être en pâte. Bisous.